Morano est avec nous, députée européenne, Les Républicains. Bonjour. Bonjour. L'Europe est-elle en train de laisser tomber l'Ukraine? Non, l'Europe n'est pas en train de laisser tomber l'Ukraine. Pour la bonne raison qu'il y a à peine 2 semaines, nous avons voté d'ailleurs un prêt pour l'Ukraine de plus de 1,2 milliard d'euros. Donc nous avons... Ça n'a pas empêché les chars russes d'entrer. Hein. Ça n'a pas empêché les chars russes d'entrer, mais de là à dire on les laisse tomber, non. On a travaillé et on travaille sans cesse avec l'Ukraine. Mais ce qui se passe là est la démonstration que l'Union européenne et que l'Europe est une nécessité. Voilà. Et ce qui se passe aussi, c'est que voilà, si on reprend un peu cette histoire, parce que l'Ukraine est une... Oui, mais c'est une nécessité, mais ça n'a pas empêché les chars russes d'entrer. Non, ça n'a pas empêché les chars russes d'entrer. Donc, est-ce que c'est pas un échec aussi? Parce que le Donbass, ça fait 8 ans que les accords de Minsk doivent être négociés, on n'y est pas arrivé. Ouais. Et les Russes, et Poutine a dit, bon, bah, moi j'y vais. Allez, oui, et je pense que Vladimir Poutine s'est durci dans son comportement. Et je crois que nous avons raté beaucoup d'occasions de dialogue avec la Russie. Moi, je vois d'ailleurs au Parlement européen, il y a beaucoup de résolutions qui sont très violentes à l'égard de la Russie. Et je ne crois pas que c'est comme ça qu'on pouvait ramener vers nous la Russie plutôt que de le mettre en situation de repli sur lui, voire d'être tourné vers la Chine. Il fallait davantage négocier avec lui. Je pense qu'il aurait fallu il y a eu davantage. Quand même, M. Sarkozy, il s'est fait remettre dans les buts. Tous les chefs d'État se font remettre dans les buts par Poutine. Quand vous dites c'est fait remettre dans les buts, je trouve il montre que c'est quand même. Mais il a eu Nicolas Sarkozy lorsqu'il est allé en Russie voir Vladimir Poutine en pleine crise géorgienne. Il a lui obtenu des résultats. Et il a obtenu un cessez-le-feu. Là, je suis désolée, mais quand je regarde la diplomatie française, force est de constater qu'il n'y a eu aucun résultat. On s'en va de manière piteuse du Mali. C'est bien d'avoir un président qui tente, c'est mieux d'avoir un président qui réussit. Vous pensez franchement que quelqu'un peut réussir aujourd'hui face à Poutine? Avec le contrat avec l'Australie, avec les sous-marins australiens, c'est pareil, on s'est pris une grande baffe. Là, on n'obtient rien. Qu'est-ce qui aurait pu marcher alors face à Poutine? D'abord, je pense qu'il a beaucoup tardé à aller voir Vladimir Poutine. Moi, je l'avais dit sur de nombreux plateaux de télévision, je pense qu'il fallait vite se rendre en Russie pour dialoguer avec Vladimir Poutine et il fallait s'inscrire dans les pas. D'ailleurs, je me réjouis qu'il reçoit Nicolas Sarkozy et même François Hollande qui pourra, lui, pour le coup, parler des accords de Minsk II, puisque je trouve qu'il avait fait, avec le format Normandie, que François Hollande avait eu une bonne initiative. Oui, c'était l'Allemagne et la France qui négociaient avec la Russie et l'Ukraine. Et c'était voilà, c'était une initiative qui avait porté ses fruits, tout comme Nicolas Sarkozy lorsqu'il était allé en Géorgie. Là, je pense qu'il y aurait fallu être ferme dans le fait de dire que l'Ukraine n'a pas sa place dans l'OTAN. Je pense qu'il fallait le dire. Sa place en Europe, avec des accords privilégiés, partenariats, mais pas d'OTAN. Non, il fallait qu'on reste, puisqu'on voit bien que c'est l'excuse qui a été donnée Non mais l'Ukraine a 31 ans d'existence dans son indépendance. C'est jeune, si vous voulez. Et donc quand on voit la réalité de ce qui se passe dans le Donbass, avec une population qui est massivement d'ailleurs anti-russe, mais où vous avez une partie de région qui est russophone, pro-russe, et on voit que 30 ans, c'est rien dans une histoire, c'est très très jeune. Et donc, il y a à la frontière russe, il y a de la tension qui est montée de manière très extrême. Il y aurait mieux valu, je pense, aller dans cette démarche de dire l'Ukraine n'entre pas dans l'OTAN. L'Ukraine aura un statut, comme l'a la Finlande, un statut de neutralité, donc vraiment de zone tampon. Voilà, après, dans 20 ans... Dans 20 ans, dans 30 ans, on peut revoir le fonctionnement. Je pense qu'il fallait y aller petit à petit. On a déjà des accords de coopération et de partenariat, à la fois d'ailleurs avec l'Ukraine, bon, du coup qui sont suspendus aussi avec la Russie. La Russie est sur notre continent. La Russie aurait vocation à être dans un partenariat. On ne va pas se battre pour l'Ukraine, il ne faut pas se battre. Je dis pas qu'il faut pas se battre pour l'Ukraine. Est-ce qu'il faut se battre militairement pour l'Ukraine? Non, on peut pas se battre militairement pour l'Ukraine. L'Ukraine n'est pas pour le coup dans l'OTAN, donc l'article 5 ne s'applique pas. En revanche, toutes les frontières... on ne mourra pas pour Kiev. On ne mourra pas pour Kiev. Je crois qu'il faut leur apporter des moyens défensifs, d'ailleurs tout comme l'a dit Valérie Pécresse. Je pense qu'il faut leur apporter des moyens. Je pense qu'il faut
les sanctions, toutes les sanctions qui ont été prises, les sanctions financières qui ont été prises avec la Russie, ne fonctionnent pas. J'en avais parlé avec Emmanuel Macron. La première fois où je l'ai rencontré au Salon de l'Agriculture, lorsqu'il était ministre de l'Économie et des Finances. Donc nous étions au Salon de l'Agriculture, qui va d'ailleurs ouvrir ses portes à la fin de la semaine, et il faisait le tour des stands. Et donc quand on s'est croisés, d'ailleurs il y avait les caméras de BFM TV, vous pouvez même retrouver ce passage, j'ai discuté avec lui. Je lui ai dit, vous avez discuté avec les producteurs et vous avez vu, ils vous ont expliqué à quel point les sanctions les pénalisaient eux, pénalisaient aussi les producteurs. Il faut voir ce qui va y avoir comme conséquence. Les producteurs français, vous voulez dire? Les producteurs français, bien sûr. Donc les producteurs français, les conséquences qu'il y a lorsqu'il y a des sanctions, les conséquences, elles sont des deux côtés. Et pour le coup, elles ont été très négatives pour la France. Négociation avec Poutine. Et qu'est-ce qu'il m'avait répondu à l'époque? Alors je lui ai dit, là-dessus, il faut vraiment intervenir. Il m'a dit, vous avez raison. Et tout. Il me l'a dit 2 fois, vous avez raison. Mais sur ce sujet, comme il sait dire à beaucoup de gens, vous avez raison, et qu'au final, il n'en fait rien. Mais je pense que les sanctions financières ne marche pas. Je pense plus aux accords politiques, à avoir une vraie vision politique d'avenir. La conférence de sécurité. Mais l'Ukraine, si on tenait compte de l'Ukraine, n'a pas envie de devenir une zone tampon. Premièrement, c'est un peuple qui est souverain. Mais je comprends ça. Mais je comprends cet argument. J'aimerais rappeler que le Mali, par exemple, Madame Morano, n'est pas dans l'OTAN et qu'on s'est engagé militairement. Donc si on devait s'engager que militairement, mais l'Ukraine nous le demande. L'Ukraine, l'Ukraine, et on avait un jeune Ukrainien sur le plateau il y a encore 20 minutes qui nous le demande aussi. Oui, mais le président. Oui, mais alors quand ça nous arrange, parce que là, le président de l'Ukraine nous l'a demandé, et pas qu'à la France, elle a demandé à tous les Occidentaux et aux États-Unis. Un jeune qui est ukrainien, qui vit en France, qui est président de l'association Ukraine, nous le demande aussi. Donc c'est facile de dire qu'on part en guerre que quand c'est pour les pays de l'OTAN, alors qu'on ne part pas justement que Nadine Morano. Alors, c'est intéressant le sujet que vous développez. C'est pas la même situation, mais c'est intéressant parce que l'Union européenne s'est dotée d'un fonds européen de défense de près de 8 milliards d'euros. C'est un électrochoc qui arrive aujourd'hui. C'est de dire il faut que les Européens se dotent de leurs propres moyens de défense sur ce territoire qui est le nôtre. En complémentarité d'ailleurs avec l'OTAN, vous voyez, parce qu'on est membre de l'OTAN, mais nous, on doit avoir ces forces de défense sur notre territoire européen. Là, je regardais, on a 6 programmes de frégates en Europe. Il faut qu'on ait des moyens, il faudrait qu'on ait une frégate européenne, un programme européen de moyens de défense. Il faudrait qu'on ait un avion de chasse européen. Vous voyez, comme par exemple la Pologne va acheter des moyens ou des avions aux États-Unis. Je veux dire, à un moment. Qu'est-ce qu'elle ferait cette frégate? Elle se positionnerait et puis elle bombarderait ou elle tirerait sur les Russes. Enfin, les avions, qu'est-ce qu'elle ferait? On est dans un continent. De la dissuasion, c'est le continent, mais pas que de la dissuasion. Quand on a besoin d'intervenir, il faut qu'on ait des moyens européens. Donc à ce moment-là, si on l'avait, on interviendrait à Kiev. L'Union européenne, plus de 450 millions d'habitants, il ne faut pas que cette Union européenne ne soit qu'un marché financier, un marché économique. Il faut aussi que. Moi, je crois fermement à cette idée de la construction de l'Europe. Moi, je suis très attachée à la construction de l'Europe, ce qui fait que c'est pour ça que quand on parle de Marine Le Pen, mais moi, jamais je pourrais voter pour quelqu'un qui enlève le drapeau européen derrière elle. C'est pas possible parce que je pense que l'Union européenne a été une grande avancée. J'appartiens à une génération qui n'a pas connu la guerre. Mes parents ont connu la guerre, mes grands-parents ont connu la guerre. Je ne veux pas que mes enfants connaissent la guerre. Or, qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? C'est qu'à 3 heures de Paris, eh bien, on voit qu'il y a la guerre est en train d'arriver. Et donc, on a cette nécessité, par cette force que doit représenter l'Union européenne, d'avoir des marges de négociation, des marges aussi d'entraînement. Je suis désolée, moi j'avais créé au Parlement européen un groupe qui s'appelait Pour un nouveau dialogue avec la Russie. J'avais reçu l'ambassadeur de Russie à Paris, Alexandre Orlov, qui était venu travailler avec nous. Je pense qu'on avait vraiment des marges de manœuvre à trouver avec la Russie, qui a été balayée d'un revers de main. Du coup, qu'est-ce qui se passe? On voit que Vladimir Poutine est dans un comportement de durcissement. Il a même changé sa constitution. Vous savez très bien qu'en 2020, il a modifié sa constitution au bout de 4 mandats qui lui permettra de rester au pouvoir jusqu'en 2036. Donc, il est dans une démarche. Ça veut dire quoi aujourd'hui? Attendez, Madame Morano. Aujourd'hui, l'Ukraine et demain un autre pays, selon vous? C'est ça la démarche de Poutine? Ah non, il faut l'empêcher de faire ça. Non, mais c'est lui dans sa démarche. Vous pensez ce qu'il veut faire?
moi, je pense qu'on a eu des occasions ratées. Mais ceci étant, on est face à une situation où aujourd'hui, il a pénétré en Ukraine et pas seulement que dans le Donbass. Parce que la réalité, c'est que on pouvait se dire, voilà, le Donbass, c'est une région séparatiste, voilà, parce que en guerre, avec, voilà, je demande des élections, je demande, ce qui n'a pas été fait d'ailleurs dans les accords de Minsk. Hein, ça a été parce que des deux côtés, les accords n'ont pas été respectés. Mais aujourd'hui, on peut pas laisser tomber l'Ukraine. On ne peut pas laisser tomber l'Ukraine. C'est pas déjà fait. Ben, ça veut dire quoi, on peut pas laisser tomber l'Ukraine? Je pense que, si vous voulez, il y a une forme... le jeu qui a été fait par les États-Unis, qui alertait 10 jours avant en disant il y a 200 000 hommes à proximité de la frontière, qui alertait sur le fait que la Russie allait envahir l'Ukraine. Là, je vais vous dire, en fait, personne ne croyait qu'ils allaient envahir l'Ukraine et bombarder l'Ukraine sur l'ensemble du territoire. Parce qu'ils ont bombardé des installations, ils ont bombardé des aéroports, des installations militaires, des bases militaires. Et donc, je pense qu'il y a eu une forme un peu là de sidération et pas d'action. Donc, il faut discutons avec Vladimir Poutine, discutons du statut de l'Ukraine. Attends, juste une seconde. Pardon, mais non, qui me vient en tête. Madame Morano, François Fillon, qui reste dans le conseil d'administration de sociétés dirigées par des proches de Poutine, société russe, il devrait s'en aller ou pas? Je ne sais pas quelle est exactement sa fonction. J'ai entendu parler. Il est au conseil d'administration. Il est au conseil d'administration. C'est à lui à prendre ses responsabilités. Moi, je crois. Vous l'appelez à prendre ses responsabilités? Oui, c'est son choix. Moi, j'ai pas de jugement à porter. Il est plus dans la vie politique. Il a été Premier ministre quand même. Il a été Premier ministre. Mais lorsqu'il était Premier ministre, je vous rappellerai que lorsque nous étions aux affaires, il y avait un discours de crédibilité vis-à-vis de la Russie. Oui, mais là, je vous parle de sa situation aujourd'hui dans une entreprise russe. Moi, je préférais que François Fillon, sur la base du potentiel qui a été le sien, de convaincre, d'avoir un rôle justement de discussion, puisqu'il a des relations avec Vladimir Poutine. Franchement, moi je suis d'accord. Ce que vous avez dit sur l'Europe, c'est génial. Et effectivement, ce serait génial d'avoir une armée européenne. Ce serait génial presque d'être une des États-Unis d'Europe. Ce serait le paradis. Mais là, aujourd'hui, et même. Je suis pas pour le fédéralisme. Pour la mutualisation. Oui, mais il a raison. Il a raison de défendre cette idée. Moi, je la défends pas comme ça. Je trouve que là, depuis quelque temps, Poutine s'en fout. D'ailleurs, il s'en fout des États-Unis qui sont beaucoup plus puissants que nous et qui auraient pu avoir une grande influence et il s'en fout. Il y avait rien à faire. Et on est dans un monde de l'irrationalité là. Et je crois que il nous dépasse parce qu'il est irrationnel dans sa façon de faire. Il est devenu irrationnel. Il est devenu irrationnel. Mais c'est vrai. Mais moi, je l'ai rencontré, j'ai discuté avec lui. Et lorsque il m'a demandé à quel groupe j'appartenais au Parlement européen. Il a un peu levé les yeux au ciel parce que il voit tout ce qui est voté aussi. Et je crois que si on veut vraiment, en tant que responsable de nos peuples, il faut qu'on ait aussi une démarche. Voilà, la Russie, elle avait vocation à être un partenaire. Pas vocation à être quelqu'un qui vient nous agresser. Oui, mais il veut pas. Et qui nous déclare la guerre. Et qui maintenant nous déclare la guerre. Donc, il faut aussi regarder pourquoi ça s'est passé. Et je n'excuse pas le fait qu'il ait pénétré sur le territoire ukrainien et qu'il se comporte de cette manière. Donc, de toute façon, il faudra des réactions, il faut des sanctions. Alors, il y a des sanctions, mais vous avez vu que sur l'histoire de l'énergie, c'est pour ça qu'il faut regarder aussi nos pays ont vocation à travailler pour leur peuple, à regarder pour avoir notre indépendance énergétique. Là, quand on voit que 20% du gaz nous est fourni par la Russie, vous voyez, c'est pour ça c'est facile de parler sur un plateau, de dire ah oui, il faudrait faire ci, ça. Il y a beaucoup de choses qui interviennent dans la réflexion qu'on doit avoir, dans les réactions qu'on doit avoir. Alors. Parce qu'il ne faut pas non plus que la facture de gaz de nos compatriotes explose. Mais elle va exploser dès le mois de novembre prochain. Il y a tout ça à voir. Ce conflit arrive en pleine campagne électorale. Bien sûr. Ça va permettre à l'écurie, à votre écurie autour de Valérie Pécresse de recommencer à phosphorer, de relancer la campagne de votre candidat qui recule. Très solide, je vais vous dire. À 11,5% d'intention de vote, c'est pas très bon quand même. Non mais c'est quelqu'un qui est très solide, qui d'abord a de l'expérience, qui a autour d'elle une équipe d'un parti. Ça va redémarrer, ça peut repartir. Non mais regardez, parce que là on est sur l'international. Regardez, je regardais un peu. Trump était sorti de l'accord de Paris. Pourtant, Monsieur Macron était allé le voir. Il est sorti aussi de l'accord sur le nucléaire avec l'Iran. On a eu cette histoire des contrats de sous-marins avec l'Australie qu'on s'est fait littéralement. Et là, vous me parlez de Macron, je vous parle des craintes en interne pour Madame Pécresse. Non, mais moi je vous parle de Emmanuel Macron parce qu'il est le président sortant. Parce que vous
l'instant, elle n'est pas en Vous voulez pas campagne. répondre aux questions qui gênent sur votre candidate? Non, pas du tout. Je pense que... Il n'y a pas des craintes en interne concernant Mme Pécresse? On a payé l'inexpérimentation d'Emmanuel Macron et il ne faut pas recommencer avec quelqu'un qui est inexpérimenté. Moi, voilà comment... Et ce serait qui? Excusez-moi, mais quand on voit le résultat des deux partis de gauche et de droite depuis 30 ans, on paye les politiques que vous avez menées, vous et la gauche, depuis 30 ans. Macron, quand ces politiques ont été mises, il a mon âge, on avait 10, 15 ans, 20 ans. Je suis désolée, mais il récolte ce que vous avez semé. Votre gouvernement et d'autres gouvernements. Vous n'êtes pas d'accord, mais c'est la réalité, je ne suis pas du tout d'accord parce que quand vous regardez sous le mandat à la fois dans la continuité de François Hollande, puisqu'il en a été son ministre, moi quand on parle de son bilan... Il y avait vous avant. Non mais justement, mais nous, lorsque nous étions au pouvoir, nous étions dans le développement de notre filière nucléaire, alors que M. Hollande et M. Macron n'ont cessé de mettre par terre notre filière nucléaire, en fermant d'ailleurs Fessenheim dans la continuité de François Hollande, et le coût de l'électricité. La fabrication de l'électricité, ça va arriver sur qui les conséquences? C'est la facture de l'électricité par des mauvais choix politiques qui ont été faits par François Hollande et par Emmanuel Macron dans la continuité de ce mandat. Donc, quand vous regardez la question migratoire, mais c'est pareil. Vous avez vu le sondage qui est sorti hier, là, le 22 février. C'est fini. 76% des Français qui estiment que sa politique sur l'immigration est nulle. 74% nul sur le pouvoir d'achat. Donc son bilan est nul, en fait. Et donc il faut changer de président, je suis désolée. Mais changer de président, mais vous n'avez pas de crainte pour la dynamique Valérie Pécresse? Moi, je pense qu'il nous reste encore quelques jours et là, les qualités pour être président de la République. Mais vraiment. Alors, j'ai entendu tout ce qu'on essaye de lui faire. Je pense que si on s'attaque comme ça... Je vous demandais quelles sont des qualités sûrement. Mais est-ce que vous êtes inquiète de ce qui se passe en ce moment? Si on s'attaque sur la dynamique à Valérie Pécresse, c'est parce que c'est sans doute la plus dangereuse si elle arrive au deuxième tour pour battre Emmanuel Macron. Bravo, vous en êtes bien sorti. Merci Nadine Morano. Oui, mais c'est la vérité et je le dis à tous ceux qui nous écoutent. Merci Madame Morano. Merci. On se retrouve lundi. Charmante, mais qui ne me dérange pas, mais ailleurs, ça vous dérange. Pas du tout. Pas du tout. Nous sommes dans un pays aux racines chrétiennes et je ne vois pas pourquoi vous me faites une réflexion sur la croix que je porte. Nous sommes dans un État laïque. Charmante. Moi, les signes ostentatoires ne me dérangent pas. C'est pas un signe ostentatoire. Merci mesdames. Et j'en ai des plus grands et je les porte.